Merci beaucoup, professeur Belkhadir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, cher maître, chers frères, pour votre présence. Ma présentation sera une sorte d'un résumé de l'ensemble d'informations qu'on a vues au cours des 2 journées. Vous allez voir que la plupart des informations, on les a déjà vues hier ou bien aujourd'hui. Je vais essayer d'être brève pour essayer de gagner du temps. Donc, la diabétologie a connu ces 20 dernières années de véritables bouleversements, que ce soit par rapport au meilleur pronostic coronarien des patients, dû en partie à l'approche multicycle de la stratégie thérapeutique, que ce soit par rapport aux nouvelles technologies, essentiellement chez le diabétique de type 1, mais aussi chez le diabétique de type 2, ou bien à l'avènement de nouveaux médicaments hypoglycémiants, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui ont démontré des effets bénéfiques inattendus au plan cardiovasculaire et rénal. Donc, parallèlement à ces avancées, d'autres comorbidités du diabète ont émergé, essentiellement l'insuffisance cardiaque non ischémique, à peu près qui concerne 20% des patients diabétiques, l'hépatite métabolique qui fait le lit de la cirrhose et du cancer du foie, les troubles cognitifs et la démence, bien sûr les autres complications déjà connues et très bien documentées, comme les troubles trophiques du pied, l'insuffisance rénale, l'atteinte coronaire et l'AVC. Donc, devant ces bouleversements, l'ensemble des sociétés savantes émettent de manière régulière de nouvelles recommandations pour essayer d'encadrer la prise en charge des patients diabétiques de type 2. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de parler des recommandations de l'ADA. Donc, cette association qui, depuis 1989, fait des recommandations annuelles en se basant sur les dernières données de recherche sur le diagnostic et la prise en charge du diabète. Donc, les recommandations de 2024 comprennent des révisions de presque toutes les sections de ces recommandations. Le mot d'ordre essentiel est de mettre la personne, le patient, en premier au centre des soins. Des recommandations détaillées pour des groupes spécifiques comme les personnes âgées, les enfants, les adolescents et les femmes enceintes qu'on ne va pas décrire dans cette présentation vu le manque de temps. Donc, la composition des recommandations de l'ADA comporte 17 chapitres qui concernent que ce soit la prévention du diabète, le diagnostic, les complications du diabète, la prise en charge thérapeutique, la prise en charge des complications cardiovasculaires et des complications rénales, ainsi que des chapitres spécifiques pour les personnes âgées, la femme enceinte, les enfants, qu'on ne va pas détailler au cours de cette présentation. Donc, dans la section 1, l'ADA s'intéresse à la prise en charge du diabète selon un modèle de maladie chronique et qui doit faire intervenir la structure de soins, notamment l'équipe médicale, paramédicale, les éducateurs et les psychologues, le patient lui-même par une implication à l'autogestion de sa maladie, la société et particulièrement les services de sécurité sociale pour permettre un accès aux soins équitable. Donc, l'utilisation d'un langage centré sur la personne qui doit être sensible à sa culture et inclusif, et bien sûr la prise en compte des aspects personnels des soins du diabète, tels que les préférences et les objectifs individuels du patient, les coûts et la charge globale de la prise en charge thérapeutique. Donc, bien sûr, à la fin, l'évaluation de l'adhésion du patient et de la réponse thérapeutique et la lutte contre l'inertie thérapeutique ainsi que la définition des règles d'arrêt des traitements prescrits. Donc, la deuxième section s'intéresse au diagnostic et à la classification des diabètes. Donc, le diagnostic, l'ADA pose l'intérêt de l'utilisation de l'hémoglobine glyquée en premier. Donc, le diagnostic du diabète est défini par une hémoglobine glyquée supérieure à 6,5%. Et à défaut, on peut utiliser la glycémie à jeun avec une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g ou bien la glycémie 2 heures après une charge de glucose supérieure à 2 grammes, ou bien des signes cliniques du diabète en plus d'une hyperglycémie à n'importe quel moment de la journée qui dépasse 2 grammes par litre. La classification du diabète, bien sûr, on parle essentiellement du diabète de type 1, que ce soit d'origine auto-immune ou bien diabète de type 1 idiopathique, le diabète de type 2, ainsi que d'autres formes spécifiques de diabète, notamment le diabète monogénique ou bien le diabète gestationnel. Donc la troisième section, là-bas parle essentiellement de la prévention ou bien
le retard de passer d'une situation de prédiabète à un diabète et insiste sur que la prévention passe avant tout par le dépistage du diabète chez les populations à risque, notamment les sujets qui ont un âge plus de 35 ans, qui ont une histoire de prédiabète, une histoire de diabète, ou bien des patients atteints par exemple d'HIV, ou bien qui ont une prise médicamenteuse hyperglycémiante, ou bien chez des adultes en surpoids ou bien obèses avec d'autres facteurs de risque. Et donc, chez ce groupe de patients, il faut dépister le diabète et non pas attendre son diagnostic. Donc, chez ces patients avec prédiabète, l'objectif, c'est d'évaluer l'évolution vers un diabète au moins une fois par an en fonction du risque d'évoluer vers le diabète. Donc, il faut intégrer ce groupe de personnes avec un prédiabète dans un programme de prévention du diabète, comme l'a très bien expliqué tout à l'heure Dr Hali. Et ce programme, selon les études, a permis une réduction du risque de diabète de presque 58% après 3 ans de changement de mode de vie, par l'obtention d'une perte de poids plus de 7% et une activité physique modérée d'environ 150 minutes par semaine. Donc parfois, on a recours un traitement médicamenteux pour retarder l'évolution du prédiabète vers le diabète en utilisant notamment la metformine chez les adultes à haut risque d'évoluer vers le diabète, surtout avec un âge supérieur à 35 ans, une hémoglobine glycée supérieure à 6% ou bien une glycémie à jeun entre 1,10 g et 1,25 g ou bien une glycémie postprandiale entre 1,73 et 1,99 g ou bien devant un antécédent de diabète gestationnel. Notez bien que pour les enfants de plus de 8 ans, avec un risque de développer un diabète de type 1, le teplizumab est recommandé pour essayer de retarder le passage d'un stade préclinique de diabète de type 1 vers le stade 3 symptomatique, mais ce traitement est utilisé actuellement dans des centres spécialisés. Dans la section 4, l'ADA donc, parle de l'évaluation globale du patient diabétique de type 2, avec au centre la définition des objectifs de la prise en charge du diabète de type 2, et notamment la prévention des complications et l'amélioration de la qualité de vie du patient. Donc, premièrement, il faut essayer donc, de définir les caractéristiques du patient, surtout le niveau socio-économique, d'instruction, les priorités du patient, le mode de vie actuel, les complications actuelles, le risque d'hypoglycémie, la complexité du schéma thérapeutique qu'on va introduire, la possibilité d'accéder aux soins et le prix des médicaments. Deuxièmement, l'ADA recommande d'établir un plan de prise en charge. Donc, c'est un programme d'éducation thérapeutique adapté aux patients qui doit être personnalisé, réalisable et mesurable. Et troisièmement, donc, évaluation régulière de ce plan de prise en charge, évaluation de l'adhérence à la prise en charge, des complications, des contraintes du patient, de ses préférences, et bien sûr, à chaque évaluation, il faut essayer de redéfinir les objectifs thérapeutiques. Dans le chapitre 5, donc, l'ADA, donc des comportements, entre parenthèses, donc, bons pour la santé, donc, il insiste sur le programme d'éducation à l'autogestion de la maladie, DESMES, à la thérapie nutritionnelle. Elle encourage l'activité physique régulière, elle encourage l'arrêt du tabac, elle encourage donc les comportements bons pour la santé, notamment une prise en charge psychologique dans certaines situations. Et ce DESMES, ce programme d'éducation à l'autogestion du diabète, est très intéressant, surtout dans les centres adaptés. Elle essaye de donner des informations spécifiques aux patients diabétiques de type 2 et l'encourage à autogérer donc sa maladie. On l'a vu tout à l'heure avec Oussad Rahali que le patient passe 99% chez lui avec sa maladie et elle passe uniquement 1% chez le médecin. Et donc, une formation spécialisée du patient diabétique est très intéressante pour la gestion de cette maladie. Et référer ce patient vers ce programme doit être fait de manière annuelle au moment du diagnostic ou bien devant l'apparition d'une nouvelle complication.
Dans le chapitre 6, l'ADA parle des objectifs glycémiques et le risque d'hypoglycémie. Et pour évaluer donc ces objectifs glycémiques, on a recours soit aux mesures de l'hémoglobine glyquée et actuellement aux données du CGM, notamment donc, le time in range, ou le temps passé dans la cible, ainsi que l'hémoglobine glyquée estimée selon le time in range. Parfois, on a besoin de doser d'autres molécules, surtout dans les situations où l'hémoglobine glyquée est fausse, notamment le dosage de la fructosamine ou bien de l'albumine glyquée, comme moyen d'évaluer l'équilibre glycémique. Et bien sûr, il faut évaluer la variabilité glycémique en combinant les données de l'hémoglobine glyquée et les données du CGM. Donc, l'hémoglobine glyquée doit être définie, doit être personnalisée en fonction du profil patient et doit inclure plusieurs paramètres, notamment les possibilités de patient, les possibilités financières, l'accès aux soins, les complications existantes, le risque d'hypoglycémie, le poids et l'hémoglobine glyquée généralement doit être située aux alentours de 7%, sans risque d'hypoglycémie ou bien un risque minime d'hypoglycémie, mais parfois on peut accepter des chiffres d'hémoglobine glyquée plus élevés ou bien plus bas en fonction de la situation de chaque patient. Si on utilise le CGM, généralement le temps dans la cible est défini par un tiers supérieur à 70%, la glycémie doit être entre 0,7 et 1,80 grammes par litre et la moyenne supérieure à 70%, avec un taux d'hypoglycémie inférieur à 5% et surtout l'hypoglycémie sévère doit être inférieure à 1%. Parfois, on peut accepter un time in range supérieur à 50%, surtout chez les patients qui ont un risque très élevé d'hypoglycémie, comme les sujets âgés ou bien les enfants de bas âge. Dans la section 7, l'ADA recommande l'intérêt de l'utilisation des nouvelles technologies, surtout chez les diabétiques de type 1 et parfois chez certains groupes de diabétiques de type 2 âgés sous insuline ou bien chez la femme enceinte. Et comme moyen technologique disponible actuellement, les pompes à insuline, les stylos connectés d'insuline, l'utilisation de CGM, la boucle fermée comme on l'a vu tout à l'heure avec Oussed Altrache, et bien sûr le programme d'éducation à l'autogestion du diabète. Dans la section 8, l'ADA aborde la prise en charge du surpoids et de l'obésité comme moyen pour prévenir l'évolution vers le diabète de type 2 et comme moyen de traiter le diabète de type 2. Et chez les patients vivant un diabète de type 2 et en situation de surpoids ou d'obésité, l'obtention d'une perte de poids significative est un objectif essentiel qui peut permettre d'améliorer l'équilibre glycémique, d'améliorer l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension artérielle ou la dyslipidémie et d'améliorer les comorbidités associées comme le syndrome d'apnée de sommeil et la stéatohépatite non alcoolique. Elle recommande l'utilisation au-delà de l'indice de masse corporelle, elle recommande l'évaluation de la répartition de la graisse corporelle, la mesure du tour de taille et le rapport tour de taille et tour de hanche et de refaire ces mesures de manière annuelle pour mieux guider la prise en charge du diabète de type 2. Donc, comme moyen thérapeutique pour traiter le surpoids et l'obésité, on l'a vu tout à l'heure avec Oussed Al-Rifa'i, les mesures diététiques sont essentielles, peu importe le niveau du surpoids chez le patient diabétique de à partir de 25 kg par mètre carré, on a besoin d'introduire des mesures nutritionnelles. Le traitement médicamenteux est indiqué à partir d'un IMC supérieur à 27 kg par mètre carré et la chirurgie métabolique est indiquée à partir de 30 kg par mètre carré chez les patients diabétiques de type 2. Et bien sûr, l'ADA insiste sur les médicaments antidiabétiques qui ont un effet bénéfique sur la perte de poids. Et comme médicament qui a un effet très fort, c'est surtout le sémaglutide et le terzépatide, l'association analogue GLP-1 et GIP. Le dulaglutide et le liraglutide ont aussi un effet très bénéfique sur la perte de poids avec les médicaments qui ont un effet neutre comme la metformine ou bien les inhibiteurs DPP4. Dans la section 9, l'ADA parle de l'approche pharmacologique de la prise en charge du diabète de type 2 et là, on a un petit souci par rapport à la prise en charge en pratique qu'on fait chez nous. Notez bien qu'il n'y a pas de metformine dans les mesures initiales de la prise en charge du diabète de type 2. On parle de mesures diététiques et dès le départ, on définit l'objectif selon
la présence ou non de complications cardiovasculaires et rénales chez le patient diabétique de type 2. Et à gauche, donc pour les patients qui ont des complications cardiovasculaires ou bien rénales ou bien à haut risque de maladies cardiovasculaires, donc on insiste sur la prescription initiale, soit des inhibiteurs SGLT2, soit des analogues de GLP1, en fonction de la complication. Pour les patients qui ont une insuffisance cardiaque ou bien une maladie rénale diabétique, donc la préférence est donnée aux inhibiteurs de SGLT2. Et pour les patients qui ont un haut risque cardiovasculaire défini par l'association de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, la préférence est donnée aux analogues de GLP1. Bien sûr, on peut switcher entre les deux, on peut les associer pour une meilleure efficacité. Et pour à droite, la partie à droite, pour les patients chez qui on vise un équilibre glycémique ou bien une amélioration du surpoids ou bien de l'obésité, là, on parle de l'ensemble des antidiabétiques avec bien sûr l'efficacité variable, que ce soit sur l'équilibre glycémique, que ce soit sur la perte de poids. Et là, on voit l'intérêt des analogues de GLP1, des inhibiteurs de SGLT2, ainsi que des anciens médicaments comme la metformine, les inhibiteurs DPP4. Pour la gestion des complications cardiovasculaires et les facteurs de risque cardiovasculaire, donc comme l'ensemble des sociétés savantes, l'ADA insiste sur une approche multi-cible de la stratégie thérapeutique avec comme base une activité physique régulière, une modification du mode de vie, avec une gestion du contrôle glycémique, de la pression artérielle, de la dyslipidémie et bien sûr toujours il faut choisir les médicaments qui ont un effet, qui ont un bénéfice cardiovasculaire ou rénal. L'ADA définit plusieurs objectifs en fonction donc, de la complication, en fonction du facteur de risque donc, à traiter. Il définit des objectifs pour l'hémoglobine glyquée, pour l'objectif de LDL cholestérol, de la tension artérielle, en fonction du niveau de risque cardiovasculaire du patient à traiter. Donc, pour la maladie rénale diabétique, donc l'ADA, comme avec l'association CADIGO, on l'a vu donc, ce matin avec les néphros, elle définit les situations où on doit juste surveiller en vert, surtout chez les patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale avec une microalbuminurie, avec une albuminurie négative, ou bien les situations où on doit seulement traiter avec un contrôle annuel, ou les situations où on doit traiter avec un contrôle multiple au cours de l'année, ou bien les situations où on doit traiter en tant qu'endocrino et orienter le patient vers une prise en charge néphrologique spécialisée. Bien sûr, la prise en charge de la maladie rénale diabétique donc, est basée essentiellement sur les mesures génodiététiques, sur comme première ligne l'utilisation des inhibiteurs de SGLT2, la metformine, les ARA2 et les IEC, ainsi que l'utilisation des analogues de GLP1 en deuxième ligne. Donc, pour les autres sections, la section 12 donc, qui parle des complications du diabète de type 2, je tiens à préciser que l'ADA a ajouté la possibilité de recourir à l'intelligence artificielle pour le diagnostic de rétinopathie diabétique. Chez les adultes, l'ADA insiste beaucoup plus sur l'éviction des médicaments qui peuvent entraîner une hypoglycémie et insiste sur le fait d'être large en matière d'hémoglobine glyquée et d'accepter un chiffre plus élevé chez les patients à risque d'hypoglycémie. Pour les patients, pour les enfants et les adolescents, il insiste sur la fréquence de plus en plus élevée du diabète de type 2 ainsi que les moyens de prévention du diabète de type 2 chez l'enfant. Il insiste donc par rapport à la gestion de la grossesse et du diabète, généralement c'est à peu près les mêmes recommandations que l'ADA 2023. Et puis il émet des recommandations spécifiques pour les patients diabétiques en hospitalier. Donc en conclusion, je peux vous dire que les recommandations de l'ADA 2024, comme résumé donc, de ces recommandations, dans un premier lieu, il insiste sur mettre le patient au centre de la prise en charge, une prise en charge qui doit être multidisciplinaire. Il insiste sur l'intérêt de dépister et de prévenir le diabète, d'essayer de retarder le passage d'un prédiabète au diabète. Il insiste sur l'utilisation des nouvelles technologies, essentiellement chez le diabétique de type 1, mais aussi chez la femme enceinte et certains groupes de patients diabétiques de type 2. Et il insiste sur l'utilisation des nouveaux médicaments qui ont montré un bénéfice cardio-rénal, surtout les inhibiteurs de SGLT2 et les analogues de GLP1. Merci de votre attention.